à être hyper transparente, comme l'eau, avec vous. Donc, je suis très mal à l'aise d'être sur ce piédestal. J'aurais préféré me mettre aussi en bas, mais pour pouvoir faire profiter cette conférence à des personnes qui n'ont pas pu venir ce soir, on enregistre cette vidéo pour pouvoir la rediffuser. Deuxième chose qui me met mal à l'aise, pardon. Alors, j'ai plusieurs défauts. Handicap, je dirais, dans la société. Je suis une femme, jeune, et en plus, je ne viens pas du coin, je n'ai pas votre bel accent, donc ça pose certaines, peut-être, barrières psychologiques, et je peux tout à fait les entendre. Ceci étant posé, j'ai une petite légitimité pour avoir passé 15 ans de ma vie, presque la moitié de ma vie, à étudier les rivières, de manière académique et de manière plus concrète sur les territoires. Ou sur un territoire avec de forts enjeux, c'était en Haute-Savoie, le syndicat de rivière de l'Arve, pour celles et ceux qui connaissent. C'est une rivière qui prend sa source au pied du Mont Blanc et qui termine sa course dans le Rhône à Genève. Et j'ai construit ici toute ma culture d'ingénieur territorial de l'eau. J'en suis sortie. Je me suis formée à l'agriculture pendant 2 ans et j'ai cofondé l'association pour une hydrologie régénérative avec Samuel Bonvoisin, pour celles et ceux peut-être qui le connaissent, et Simon Ricard. Et aujourd'hui, on mène des projets de territoire, effectivement, dans toute la France. Mais ce qui m'amène à parler devant vous aujourd'hui, c'est plutôt de sensibiliser, de parler de ces enjeux-là. Et donc cette présentation, je vous le dis, elle sera très dense, très intense. Et je pense que le diaporama sera mis à disposition pour que vous puissiez revenir dessus. Il y a aussi le livre après pour approfondir certaines notions. Alors c'est parti. Donc, les présentations sont faites. On va annoncer le menu de ce soir, qui sera très gourmand. On va parler de plein de choses. On va faire un voyage. Un voyage en 6 étapes. On va parler des ressources en eau. Donc c'est un voyage en U. Imaginez que émotionnellement, on va partir de haut. On sera émerveillé par plein de choses autour de la ressource en eau et on va descendre tout doucement vers les étapes un peu critiques de ce constat, à travers les usages de l'eau, nos dépendances, les impacts que l'on a sur ces hydrosystèmes et les bouleversements planétaires, les bouleversements climatiques qui menacent les hydrosystèmes. Avant de rebondir, donc là on sera un peu au fond, et on va rebondir sur des voies individuelles et collectives pour régénérer les cycles de l'eau. Donc, ce ne sont pas que des bonnes nouvelles que je vais vous annoncer ce soir. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà inquiet, curieux, curieuse, et peut-être, voilà, vous cherchez des réponses à vos questions. Et je ne prétends pas du tout pouvoir répondre à toutes les questions. Mais je vais peut-être, j'espère, en fait, le but, mon intention, c'est que vous ayez plus de questions et peut-être d'autres questions qui soient, peut-être, j'espère, en tout cas, plus orientées vers des voies de régénération. C'est parti. Donc, les ressources en eau, on va commencer par un petit quiz. Quelle est, selon vous, la proportion d'eau douce disponible et accessible à l'humanité et aux autres vivants ? Donc en pourcentage, quel est le pourcentage d'eau douce accessible sur Terre, selon vous? Cette petite boule que vous voyez ici, toute petite, qu'on ne voit plus d'ailleurs. Dites un chiffre au hasard. 0,2, 1%, c'est bien. J'ai souvent 3, 4, 5%, et c'est effectivement moins de 1%. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de l'eau douce est contenu dans les glaciers à l'échelle planétaire, ensuite dans les eaux souterraines très profondes, et dans ce moins de 1%, donc ça commence là, le côté précieux de l'eau douce qui est accessible, dans ce moins de 1%, c'est essentiellement des eaux souterraines, moins de 1 km de profondeur. Ensuite, on a les sols, les lacs, l'atmosphère, les rivières, et on va dire le point de vue de la ressource en eau, on pourrait le voir comme un ensemble de stocks d'eau douce qui s'alimentent plus ou moins rapidement avec des flux. Donc dans l'océan, l'eau salée reste environ 8000 ans. Dans l'atmosphère, elle reste 9 jours. Dans une rivière, elle reste plusieurs jours. Dans une nappe, elle peut rester 10 ans, 20 ans, 25 000 ans. Et
dans cette représentation, donc ce petit schéma-là que vous voyez derrière moi, qu'on a tous appris à l'école, hein, eh bien, on nommait plusieurs choses. On nommait déjà nos représentations, nos interactions des activités humaines avec ce grand cycle de l'eau. Et ça, on va en parler tout au long de la présentation. Et on oublie aussi quelque chose d'assez important, c'est évidemment le rôle du vivant dans chaque étape de ce grand cycle de l'eau. Et en particulier, l'eau verte. Donc, je prends un dessin volontairement, peut-être un dessin qui aurait pu être dessiné par un enfant, mais c'est pour montrer que c'est très simple en fait, c'est basique, c'est ces petits cycles de l'eau qui se répètent à l'intérieur des continents et qui mettent en lumière le rôle du vivant dans ces cycles de l'eau. Je m'explique. Quand l'eau arrive à la surface des continents, elle arrive sous forme de vapeur d'eau, hein, l'eau qui arrive des océans, elle va d'abord se nucléer, donc c'est-à-dire elle va se condenser autour d'un noyau de condensation. Et bien souvent, normalement, ces noyaux, ce sont des particules biologiques, des spores de champignons, des bactéries, des poussières qui ne sont pas biologiques, et aussi malheureusement de plus en plus des particules humaines issues de l'industrie. Mais déjà là, en fait, le vivant est déjà très présent. Quand l'eau précipite, elle arrive sur le sol et là, elle a plusieurs destins possibles. Elle va soit s'infiltrer, ruisseler ou être prise par la végétation qui va l'évapotranspirer. Et cette évapotranspiration, elle est essentielle puisqu'elle permet de remettre en circulation cette eau verte et en eau bleue, comme ça, à l'intérieur des continents, sur plusieurs cycles. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus documenté par la science. Et cela permet de nommer deux concepts. L'eau verte, déjà. L'eau verte qui est l'eau contenue dans les sols, les premiers mètres du sol, qui est mesurée avec l'humidité des sols et qui permet, grâce à la végétation, donc de ce processus d'évapotranspiration. Et à l'échelle planétaire, à l'échelle continentale, la moitié au moins, entre la moitié et 60% de cette eau verte est reprécipitée, donc est source de précipitation pour les continents. Ça veut dire qu'en gros, au moins la moitié des pluies à l'échelle du globe proviennent de cette eau verte. Et on verra tout au long de cette présentation qu'elle est mise à mal par de nombreuses activités. Il y a un autre concept aussi qui a émergé autour de cette eau verte, c'est celui des bassins atmosphériques, c'est-à-dire les régions qui sont sources de pluie pour d'autres. Ça, je vais le montrer après sur cette carte, mais cela permet déjà de s'interroger sur quelle est l'origine de la pluie sur les continents. Donc, en France, on est essentiellement influencé par le régime océanique, qui vient de l'océan Atlantique. Mais vous voyez sur cette carte, notamment les régions qui apparaissent en jaune, orange, rouge, eh bien, ces régions-là dépendent totalement de l'eau verte, de ce processus de recyclage continental. Et ensuite, une fois qu'elle est évaporée, donc cette eau verte, elle va pouvoir être remise en circulation. Et donc là, toutes ces régions que vous voyez en orange, en jaune et en rouge, eh bien, ce sont des régions où l'eau évaporée va reprécipiter à l'intérieur des continents. Et en France, eh bien, cette proportion est non négligeable. Donc, ces chercheurs ont commencé à documenter tout ça et ils se rendent compte en fait que même les plus grandes puissances économiques du monde, même les grandes puissances économiques dépendent de cette eau verte pour maintenir les régimes de précipitation. Donc c'est vraiment très intéressant et on s'est rendu compte de cela en déforestant l'Amazonie, puisque dès qu'on déforeste massivement certaines régions, on impacte les régimes des pluies des autres régions. Avec la déforestation amazonienne, on a observé une diminution des quantités d'eau précipitées jusqu'au Pérou ou en Argentine. Et ça, c'est un enjeu en fait géopolitique aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que finalement, cette eau verte est bien plus puissante que l'on pense et il faut en parler. Il faut quand même en parler puisque on a une vision quand même assez, on peut dire fluxiste, très axée sur l'eau bleue. Et en fait, l'eau verte, elle est partout autour de nous et elle permet de maintenir les régimes de pluie pour d'autres régions.
On va atterrir maintenant, précipiter comme cette goutte à la surface des sols et donc nommer tous les concepts autour de l'hydrologie. Donc les hydrologues, comme moi, sont les spécialistes des eaux de surface. Ils étudient les écoulements d'eau en surface et ils font de la modélisation, c'est-à-dire qu'ils prévoient à partir d'une pluie donnée, un climat, un type de sol, etc., le fonctionnement hydrologique. Et à partir de ces modèles, on peut prévoir les risques d'inondation ou les risques de sécheresse. Donc ici, retenez que les hydrologues raisonnent à l'échelle du bassin versant, c'est l'unité de base en hydrologie, et qu'on a des réseaux hydrographiques qui drainent ces bassins versants, mais en réalité, ces réseaux hydrographiques animent ces bassins versants. Je vais nommer plus tard cette complexité, mais en France, pour dézoomer un petit peu sur le contexte français, on a 4000 bassins versants qui ont été regroupés en 6 grands districts hydrographiques et qui sont administrés par les agences de l'eau. Depuis la première loi sur l'eau en 1964, eh bien, on a ces agences de l'eau qui permettent de financer un certain nombre de travaux. Aujourd'hui, de plus en plus, la gestion de l'eau des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qu'on appelle la GEMAPI. Mais à l'origine, c'était surtout pour gérer ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, donc l'eau potable et l'assainissement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis 1964, et c'est une chance, la gestion de l'eau est censée, je dis bien censée, être décentralisée sur les territoires et donc administrée par les acteurs locaux. Donc ça, c'est une chance. Ici, nous sommes sur donc, le territoire, donc le syndicat du Tarn, la Sorgue, le Dourdou et le Rance. Donc le Tarn médian et puis ses affluents. Donc c'est un territoire qui est aussi riche. En fait, chaque bassin versant, je dirais en France, a ses richesses, ses spécificités. Donc là, on a 4 sous-bassins versants sur une surface de 1800 km². C'est un beau territoire. Moi, où j'ai travaillé, c'était environ 2000 km² et plein d'enjeux aussi. Mais on est sur un territoire assez donc très très rural et occupé par des zones naturelles et forestières et quasiment pour moitié le reste les surfaces agricoles. Donc les enjeux sont très, je dirais, spécifiques à ce territoire-là par rapport à l'agriculture, par rapport à la sylviculture, etc. Mais il y a aussi des enjeux en termes d'alimentation en eau potable, évidemment, mais aussi pour le secteur énergétique avec le complexe du Pouget. On a la pêche, il y a des activités aquatiques, etc. Donc je dirais qu'il y a tous les enjeux qu'on peut retrouver classiquement sur les bassins versants en France sont représentés ici, mais on a un peu moins d'enjeux sur le volet alimentation en eau potable par rapport à d'autres territoires, puisque c'est relativement peu dense en termes d'urbanisation. Si on on descend un peu dans le sous-sol et on étudie là les eaux souterraines, on parle d'hydrogéologie. Les hydrogéologues sont les cousins des hydrologues, mais eux, ils étudient les phénomènes en souterrain. Alors c'est compliqué à modéliser, c'est encore plus complexe, mais retenez qu'on a les hydrogéologues travaillent sur les aquifères pour le coup. On a 3 grands types d'aquifères, les aquifères sédimentaires qu'on voit en vert là sur la carte, les aquifères fissurés qui émergent sur le massif central et le massif armoricain en Bretagne, et les aquifères karstiques qu'on retrouve un petit peu partout, qu'on retrouve ici d'ailleurs, et je vais donc projeter la carte de votre territoire et tous les contextes hydrogéologiques qui sont assez variés et concentrent là encore une fois tous les types d'aquifères qu'on peut retrouver en France. Sur votre territoire, on retrouve tous les types d'aquifères, les aquifères fissurés, du socle granitique avec des schistes, les aquifères calcaires qu'on retrouve ici avec des contextes très complexes avec des nappes libres, des nappes captives et des aquifères karstiques aussi avec la limite des grandes causses. On a aussi les aquifères alluviaux qui sont connectés aux hydrosystèmes, donc aux rivières, et en particulier le Dourdou, je crois, le Dourdou et le Rance, non, oui aussi. Et on a en fait autour de ça cette complexité qu'on nomme à travers le terme d'hydrosystème. Les hydrosystèmes, c'est l'ensemble en fait des connexions
qui permettent aux rivières d'être en bonne santé. Donc, il faut, pour avoir de l'eau dans les rivières et des rivières vivantes, avoir toutes ces connexions effectives, donc la connexion amont-aval, la connexion hydrogéologique, je vais vous l'expliquer après, et la connexion latérale, avoir suffisamment d'espace autour des rivières pour qu'elles puissent se mouvoir latéralement. Et évidemment, la connexion aux espèces vivantes, toutes les espèces qui permettent à ces eaux d'être vivantes. Donc, ce fonctionnement hydrogéologique, il est très, et je le dis encore une fois, très important, puisque il permet de nommer aussi toutes ces connexions-là. Je m'explique. En hiver, pendant les hautes eaux, donc en régime pluvial en particulier, les rivières débordent, et certes, parfois ça peut être problématique, mais elles ont besoin de déborder, surtout par endroits où la rivière est connectée à une nappe alluviale, une nappe superficielle. Cette alimentation permet de recharger les nappes, et en été, c'est l'inverse qui se produit, c'est la nappe qui alimente la rivière. Donc ça, c'est vrai dans les contextes alluviaux, en fond de vallée, mais cette connexion, elle permet en fait à la rivière d'être alimentée par sa nappe en été, en quantité, mais aussi en qualité, puisque les eaux souterraines sont fraîches, et on a de plus en plus de mal aujourd'hui à garder les rivières fraîches pour les espèces aquatiques. Donc cette connexion hydrogéologique, elle est saisonnière, elle est invisible, mais elle est vitale pour les rivières. Et ces rivières, donc ces hydrosystèmes, sont très vivants, puisque là, je nomme un peu une nouvelle complexité. On en apprend tous les jours sur les rivières, et la littérature scientifique est, à l'image des rivières, très mouvante. Aujourd'hui, on a tendance à représenter les rivières à travers leur processus, c'est-à-dire que ces rivières sont évolutives. Dialoguer avec les rivières, c'est dialoguer avec le temps profond, c'est dialoguer avec des dizaines de millions d'années d'évolution. Et ces rivières, elles ont des processus, donc plein de processus, déjà d'anastomose, c'est-à-dire des rivières qui ont plusieurs chenaux, des rivières qui sont connectées à leur nappe alluviale, à leur zone humide. Vient ensuite un processus d'incision, c'est un processus naturel, mais ça devient problématique lorsque ces rivières sont bloquées dans ce processus d'incision. Donc pour dire l'incision, c'est une rivière qui va creuser son lit mineur, et creuser, chercher du sédiment pour son bon fonctionnement. Ça devient problématique lorsque elle est bloquée dans cette spirale d'incision, et elle va affouiller profondément et chercher du sédiment sans être en capacité d'aller le chercher latéralement. Donc ça, ce sont des déséquilibres morphologiques qui sont liés à deux choses. Ça a été nommé en introduction: enlever le bois des rivières, soustraire les graviers et le lit de ces rivières. Tout ça contribue à l'incision de ces rivières. Et normalement, si on a des rivières qui sont connectées, donc qui ont du bois, qui ont des sédiments, elles peuvent s'élargir et s'aggrader, donc le lit de la rivière s'aggrade et retourne à un niveau plutôt anastomosé. Donc ce processus-là, il se fait sur des milliers d'années, des milliers, des centaines, des millions d'années. Et le problème, c'est qu'on a largement incisé toutes les rivières en l'espace de seulement quelques décennies, voire quelques centaines d'années. C'était un petit encart pour commencer à nommer tous les impacts qu'on a sur les hydrosystèmes, et je vais y revenir. En Europe, la directive cadre européenne a fixé un objectif d'atteinte de bon état des cours d'eau pour approcher, on va dire, le bon état de ces rivières. On ne parle pas de santé, mais on parle de bon état. Donc on se base sur l'état écologique et l'état chimique des masses d'eau de surface. Et en France, on plafonne difficilement à 1/3 des masses d'eau superficielles en bon état. Et ici, on est sur ce territoire en bon état, de manière générale. On a quand même pas mal de rivières qui sont classées en bon état ou en état moyen, avec différents paramètres déclassants. Mais bon état ne veut pas dire bonne santé. Ça, c'est autre chose. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est plus complexe que ça. Et les masses d'eau souterraines,
Là, on est en meilleur état, mais d'une manière générale, ce qui est plutôt déclassant, ce sont les substances qu'on va retrouver dans ces eaux souterraines, des nitrates, des produits phytosanitaires, qui déclassent la qualité de ces eaux souterraines. Donc en France, le 2/3 des masses d'eau souterraines sont en bon état global, c'est-à-dire que voilà. Et c'est surtout dans le nord de la France où on a des problématiques de qualité de l'eau. Cela m'amène à doucement rentrer dans ce U pour descendre vers les impacts, mais avant ça, comprendre tous les usages dont on a besoin autour de l'eau. L'eau bleue, je vais parler. Et avant de rentrer dans ce chapitre, je vais citer Erik Orsena, qui est un célèbre académicien et qui nous dit quelque chose d'intéressant sur les fleuves ou les rivières. Il dit « Un fleuve est un miroir de la société ». Ou une rivière est un miroir de la société. Dis-moi comment tu produis l'eau, à quel prix, si tu la respectes, et qui en profite, et je te dirai très clairement à quel type de société tu appartiens. Et donc en France, et d'une manière générale dans les pays industrialisés, développés, on a un rapport à l'eau, un rapport aux rivières qui est productif, énergétique. On a besoin d'eau pour produire notre énergie. À l'échelle française, à l'échelle nationale, à l'échelle annuelle, la moitié des prélèvements d'eau douce servent à refroidir les centrales nucléaires, celles qui sont en circuit ouvert, celles qu'on a mises au départ sur le Rhône, puisque le Rhône est un fleuve glaciaire, très pourvu en eau fraîche. Et donc ces centrales, elles fonctionnent en circuit ouvert, c'est-à-dire qu'elles prélèvent beaucoup d'eau, mais elles en rejettent 95% plus chaude. Ça pose d'autres problèmes. Et il y a les centrales en circuit fermé qui, elles, prélèvent moins d'eau, mais qui en consomment via les tours aéro-réfrigérantes. Celles-là, on les retrouve sur tous les autres fleuves, la Garonne, la Loire, la Seine, et voilà. Si on continue le camembert des prélèvements, il y a ensuite l'eau potable, 5,6 milliards de mètres cubes d'eau, qu'on prélève essentiellement des eaux souterraines, aux 2/3, et les canaux de dérivation, qu'on retrouve surtout dans le nord de la France et le sud, l'agriculture et l'industrie. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est juste un portrait, c'est juste un rapport à l'eau qu'il faut voir derrière. Et ensuite, il faut pouvoir les décliner à l'échelle des territoires. Mais même quand on décline ces prélèvements, ça ne permet pas de voir finalement les tensions, les conflits d'usage potentiels. Pour ça, il faut regarder les volumes d'eau qui sont réellement consommés. C'est les volumes d'eau qui ne retournent pas directement dans le milieu. Donc les volumes d'eau consommés, c'est l'eau qu'on va utiliser pour l'irrigation des surfaces agricoles, essentiellement pour le maïs. 40% de l'irrigation est liée aux surfaces en maïs en France. Ensuite, il y a les fuites des réseaux d'eau potable. 1 litre sur 5 sont perdus, ne reviennent pas dans le milieu. Et 700 millions de mètres cubes d'eau sont évaporés via les tours aéro-réfrigérantes des centrales nucléaires en circuit fermé. Le camembert, pareil, ça ne dit rien, mais quand on regarde finalement sur les territoires, on voit qu'il y a certaines régions qui consomment déjà plus de 80% de l'eau douce disponible en été. Donc c'est là où on a, et paradoxalement, c'est là où on a le besoin en eau le plus élevé pendant la période. Donc la France est déjà sous tension hydrique et on voit ici effectivement que le Tarn est déjà en fort stress hydrique, en particulier en lien avec l'irrigation agricole. Et donc ça, c'est un portrait à un instant T. Qu'est-ce que ça donne si on se projette dans le temps? Et là, je vais me baser sur une étude France Stratégie qui a fait des prospectives à l'échelle de 2050 selon 3 scénarios. Scénario tendanciel, on ne change rien. Scénario politique publique, en gros, c'est on continue à construire des retenues pour l'agriculture, on ne change pas les pratiques agricoles et on développe les centrales nucléaires en circuit fermé, 4 nouveaux EPR. Donc ça, c'est le scénario politique public dans lequel on est. Et on voit que dans les deux cas, scénario tendanciel et politique publique, les consommations en eau risquent d'augmenter et de manière assez significative, jusqu'à 300 millions de mètres cubes d'ici 2050, et sur une bonne partie du territoire français. Seul le scénario de rupture, qui mise sur la sobriété énergétique, le développement des énergies renouvelables, la baisse de la consommation en viande, l'augmentation des surfaces agroécologiques, permet véritablement de stagner ou diminuer les consommations en eau. Donc finalement, la question de l'eau, c'est beaucoup plus que l'eau potable, vous l'aurez compris, ça questionne clairement le modèle agricole et le modèle énergétique. C'est bon pour vous ?
On y reviendra après dans les questions. Ça permet de révéler quelque chose, un concept qui est assez ancien, mais qui est important. Dans cette question de dépendance à l'eau, c'est le concept d'empreinte eau. Donc c'est l'eau qu'on utilise sans le savoir à travers nos modes de vie, l'alimentation, les vêtements, etc. Et à votre avis, quelle est l'empreinte eau quotidienne d'un Français, d'une Française, en moyenne, en litres d'eau par jour? 550. Qui dit plus? 50 litres par jour? 100? 1000? Ouais, on compte tout, hein. Ok. 200. Ouais. C'est 4900 litres. Au bas mot, 25 baignoires, à peu près. 25 baignoires par jour. C'est de l'eau virtuelle, hein, évidemment. Et c'est pour la moitié de l'eau qu'on a importée, l'eau qui vient des autres pays. Un peu comme le carbone. Et ça, c'est une méthode qui permet de faire le calcul, donc empreinte eau verte. L'eau verte qu'on a utilisée pour le fourrage essentiellement. L'eau bleue, l'eau qu'on a consommée pour l'irrigation essentiellement. Et l'eau grise, les flux d'eau de pollution qu'on a émis dans l'environnement. Ça, c'est une méthode. Et la méthode qui a été retenue par le système de normalisation, c'est une méthode d'analyse de cycle de vie. Et selon cette méthode-là, la dernière, c'est plutôt 10 000 litres d'eau par jour. 50 baignoires, donc c'est pas mieux. Mais c'est vraiment au bas mot 5 000 litres. Donc je vous invite à vérifier ce que je dis. Hein. Vous pouvez aller sur Nos Gestes Climat et ça vous calcule votre empreinte carbone et l'empreinte eau directement. Ce que je veux dire par là, c'est que autant si on raisonne sur nos perspectives d'évolution de prélèvement et de consommation et la question de l'empreinte eau, on converge toujours vers la question du modèle alimentaire et le modèle agricole. Et pour soutenir cela, pour vous donner un chiffre, une stat, c'est qu'il y a 60 ans, on mangeait à peu près 45 kilos de viande par Français, et aujourd'hui, on est plutôt au double, 90 kilos. Et c'est pas de la viande qui a été élevée chez nous. Un poulet sur deux est importé. Donc c'est ça que ça veut dire l'empreinte eau. Allez, on continue dans les mauvaises nouvelles et on va partir sur les impacts systémiques pour comprendre un peu la complexité du problème. Donc, quand on représente finalement à l'échelle d'un bassin versant tous les impacts des activités humaines, on a sur l'eau verte les changements de couverture et l'usage intensif des sols, l'appropriation de l'humidité des sols, les stockages artificiels, les aménagements hydrauliques, les prélèvements, les consommations, la pollution directe et diffuse, les pollutions, et le changement climatique qui va venir exacerber, amplifier tous les désordres de fond qui sont déjà là. Je vais illustrer pour être un peu plus clair. Sur l'eau verte, on a en France tendance, d'une manière générale, moyenne, nationale, tendance à faire disparaître, à casser ces prairies bocagères pour faire de la monoculture de céréales. Donc ça, c'est toujours vrai. Hein. Dès lors qu'on casse une prairie, qu'on enlève les haies, les zones humides, on rectifie les rivières en fossés, eh bien, on change l'humidité des sols. Les sols deviennent soit trop secs, soit trop humides. Et ça devient d'autant plus vrai lorsqu'il y a un travail intensif qui s'associe à l'usage de produits chimiques qui vont anéantir indistinctement toute la vie biologique dans les sols. Et ça en fait, entraîne des phénomènes d'érosion et des ruissellements qui empêchent l'eau de pluie de s'infiltrer, de percoler, de recharger les hydrosystèmes. Donc ça c'est vrai, on le voit d'une manière générale dans la France, et je ne sais pas la stat locale, mais c'est quelque chose qui est assez vérifié. Les zones humides qui ont plein de super pouvoirs, elles filtrent l'eau, elles capturent le nitrate, les nitrates, elles permettent de garder l'eau, donc absorber l'eau quand elle est en excès, la restituer quand il y en a besoin, faire des îlots de fraîcheur, refuge pour la biodiversité, stockage de carbone, bref, si on rémunérait le travail des zones humides, elles seraient ultra riches. Et malheureusement, donc on a tendance à les drainer pour aussi des raisons agricoles, mais aussi pour des raisons d'urbanisation. Donc ça, c'est pareil, c'est un constat plutôt français. Hein, l'artificialisation des sols grignote les zones humides.
et pour tout un tas de raisons, infrastructures routières, parking, logements, zones d'activité agricole. Et donc pareil, l'effet est toujours le même, c'est-à-dire que l'eau de pluie ne s'infiltre pas, elle ruisselle et elle est évacuée le plus vite possible. Plutôt que d'avoir des forêts très diversifiées qui vont jouer un rôle important dans ces petits cycles de l'eau verte, eh bien, on a tendance à les maîtriser, les contrôler, les cultiver, et on ouvre en faisant cela, pareil, la voie du drainage des forêts, des cheminements aussi qui entraînent des ruissellements, et tout ça, ça aura des impacts sur les hydrosystèmes forestiers. Sur l'eau bleue, les impacts sont de 3 types. On a le stockage artificiel, stockage pour l'hydroélectricité, en montagne, ça c'est plutôt vrai chez moi, la neige de culture, ou les très controversés méga-bassines qu'on appelle retenues de substitution. Donc ces stockages artificiels, en fait, ils vont prélever l'eau à un moment donné dans l'hydrosystème, le stocker, et donc cette eau stockée ne profite pas, vous l'aurez compris, à l'hydrosystème en aval. Et dans certains cas, en ce qui concerne les grands barrages, eh bien, ils stockent l'eau. Cette eau qui est stockée, elle va s'évaporer aussi, une partie, elle ne retournera pas dans l'hydrosystème. Et en même temps que de stocker l'eau, on stocke les sédiments avec, et on peut commencer là le cercle vicieux de l'incision des rivières en aval. Là, ce que vous voyez ici au centre, c'est une rivière en tresse. Donc, ce sont un style fluvial qui est très particulier, très riche en biodiversité, très important, mais aussi menacé par tout un tas d'aménagements. Donc, les aménagements hydrauliques, les canaux de dérivation, les transports fluviaux, les centrales hydroélectriques au fil de l'eau, et les activités extractives pour le gravier, le sable. Et en fait, vous voyez ici, donc là, c'est la Seine sur la plaine de la Bassée. Donc c'est un hydrosystème particulier, mais c'est ici qu'on a largement extrait les matériaux, et on voit donc sur les côtés les anciennes gravières où affleure la nappe d'accompagnement. Et cette nappe d'accompagnement, plutôt que de rester dans le sous-sol, elle va s'évaporer. Donc c'est une consommation. Et on voit aussi les anciens méandres. Donc en fait, là, on est sur une rivière autoroute. J'appelle ça une rivière autoroute. Ça file tout droit. Et l'eau n'est pas retenue finalement dans les terres. Les prélèvements et les consommations, on en a parlé, mais c'est aussi un enjeu important, puisque quand on prélève plus d'eau que la capacité des hydrosystèmes à se renouveler, on provoque des assecs importants. Sur les pollutions, je vais aller assez rapidement, mais évidemment, on pourrait faire une conférence spéciale sur les aspects qualitatifs. Les premières sources de pollution proviennent des stations d'épuration. Ces stations d'épuration, elles fonctionnent bien. Elles fonctionnent bien avec une hydrologie de l'Holocène, donc une hydrologie relativement stable en dehors du changement climatique. Avec le changement climatique, on voit des étiages, donc des périodes de base eau, qui sont plus intenses, plus sévères, et donc une moindre capacité des rivières à diluer ce qui reste à être mangé, je dirais, par ce qui est traité par la station d'épuration, normalement, doit pouvoir être auto-épuré par les rivières. Ces rivières, elles perdent leur capacité à s'auto-épurer, et donc on voit apparaître des phénomènes de cyanobactéries sur ces rivières-là, et parfois même certaines rivières sont totalement soutenues par le débit, par les rejets de stations d'épuration. Donc ça, c'est une chose. L'agriculture intensive, industrielle, est très émettrice de substances en tout genre, de nutriments, de produits phytosanitaires, mais aussi des particules fines avec l'érosion des sols. Mais évidemment, on a toutes les autres activités industrielles et les eaux pluviales issues des villes qui transportent les hydrocarbures, les résidus de frein, voilà, Et puis on a nommé aussi tout à l'heure les anciennes décharges qui sont aussi très sources de pollution. Donc là, tout ce que je nomme, ce sont des pollutions dites actuelles, mais il y a toutes les pollutions historiques, et on est en train de le mesurer. Et il y a un adage aussi, parce que la qualité de l'eau, ce n'est pas que de la qualité visuelle, c'est toutes les substances chimiques qu'on retrouve dans les cours d'eau. Donc, il y a aussi un autre phénomène, donc c'est l'apparition de ce qu'on appelle les micropolluants. Les micropolluants, dans cette grande famille des 100 000 substances, on a les
les produits phytosanitaires. Mais on a aussi les résidus de médicaments, les autres substances dangereuses. Et on a un adage dans le milieu, c'est de dire plus on cherche, plus on trouve. Donc ce qu'on ne cherchait pas avant, forcément, ne donnait pas lieu à des restrictions sur la qualité. Maintenant, plus on va allonger la liste des substances à rechercher, plus on risque d'avoir des problèmes de conformité. Autant dans le rejet des stations d'épuration que dans les captages d'eau potable. Donc en France, sur les pesticides, en particulier les pesticides, dans les eaux souterraines, eh bien, on est toujours sur une trajectoire qui va vers l'augmentation. On n'est pas du tout sur l'inflexion de ces substances-là. Et chose assez importante aussi, et générationnelle, c'est-à-dire que les pesticides, quand elles arrivent dans les eaux souterraines, en fait, elles vont se dégrader, mettre un temps pour se dégrader, et on les retrouve même après les avoir interdites. Donc 10 ans, 20 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, on va les retrouver. Et certains captages d'eau potable continuent à traiter ces substances-là. Donc, on va rentrer dans le dur avant d'aller vers les bonnes nouvelles, c'est promis, mais terminons sur ces constats-là. Donc, les limites planétaires, je ne sais pas si vous êtes familière avec ça, cette notion-là, ça veut dire que quand on franchit une limite, on est dans une zone d'instabilité, voire même d'imprévisibilité. On ne sait pas dire comment ça va évoluer. Et plus on franchit ces limites planétaires, plus le système Terre devient totalement imprévisible. Donc il y a évidemment le changement climatique, mais il y a aussi la biosphère, le changement des sols, les cycles biogéochimiques, et on a maintenant l'acidification des océans. Les 7 limites planétaires ont été franchies. Et pour l'eau, il y a 2 limites planétaires. L'eau verte, vous l'aurez compris, l'humidité des sols, et l'eau bleue, donc celle qu'on voit dans les hydrosystèmes. Et dans les deux cas, on a franchi ces limites planétaires depuis le début du XXe siècle. Donc, c'est déjà daté et on sait que ce n'est pas nouveau. On est sur des extrêmes hydriques entre le trop sec et le trop humide, entre guillemets. Et le changement climatique va exacerber ces deux extrêmes-là. Pour 1 degré de réchauffement supplémentaire, on a plus 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. L'atmosphère va se charger en humidité. Et donc, certaines régions vont voir, donc ça va se répartir après selon les courants atmosphériques, et certaines régions vont voir leur pluviométrie augmenter et d'autres leur pluviométrie diminuer. En particulier, tout le pourtour méditerranéen. Et vous en faites partie. Je vais revenir après, mais si on prend le haut du schéma, on augmente la température, donc la demande évaporatoire augmente, sécheresse des sols, sécheresse hydrologique, sécheresse dans les nappes, et plus on augmente les émissions de gaz à effet de serre, plus on augmente les températures, et les précipitations intenses et les sécheresses des sols vont être plus fréquentes. Donc là, c'est tiré du rapport du GIEC. On est sur un facteur 1 sur le présent. Sur un climat à plus 4 degrés, les précipitations dites décennales, qui ont une chance sur 10 d'arriver chaque année, elles vont être multipliées par 3. Sur les sécheresses des sols, pour des sécheresses décennales, pareil, une chance sur 10, eh bien, sur un monde à plus 4 degrés, elles vont être multipliées par 4. Et ça, c'est une moyenne mondiale. Si on décline et on se place à un niveau français, la France est dans une zone de transition. C'est très difficile de prévoir l'évolution des précipitations. Donc on travaille sur plusieurs scénarios, et ça c'est le résultat d'une grosse étude qui a été menée par une équipe de chercheurs. Cette étude s'appelle Explore 2 et je vous invite à aller voir les résultats sur Internet. Et je vous donne un peu les grandes lignes sur les aspects plutôt sécheresse. Mais il y a plein d'autres aspects sur les nappes, les précipitations intenses. Là, je vais me focaliser sur les sécheresses. Les débits annuels, donc les débits qu'on mesure à l'année, toute l'année, dans les cours d'eau, auront tendance à diminuer dans la moitié sud de la France. Ça, c'est la médiane des 4 narratifs. Sur l'été, là, quasiment tous les narratifs concordent sur une diminution des débits d'étiage, débits de base d'eau. Et ça, c'est vraiment particulier dans toute la France, quel que soit le scénario, sauf un où c'est un peu plus incertain. Mais globalement, on a statistiquement plus de chances de voir des débits d'été chuter, diminuer de l'ordre de -40, -50 à
carrément 100%, c'est-à-dire que les rivières vont totalement s'assécher. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement vrai sur le bassin Adour-Garonne. Et le problème, c'est que ces étiages vont se prolonger à la saison de l'automne. Et là, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire des rivières qui sont toujours très basses, eh bien ça, c'est déjà un effet du changement climatique et ça va s'exacerber, s'amplifier, se répéter, je dirais, à mesure qu'on va avancer dans le changement climatique. Donc, en résumé, une France un peu coupée en deux, avec une moitié sud qui va s'assécher. En fait, le régime méditerranéen, le climat méditerranéen, qui est caractérisé par des étés chauds et secs, va remonter. Une étude qui vient de sortir pendant l'été m'a bouleversée, puisque ce rythme-là, il augmente de 7 km par an en ce moment. Sur un scénario tendanciel, il sera de 7 km par an. Et les forêts, elles ne migrent, entre guillemets, elles s'adaptent au changement climatique à un rythme de 1,5 km par an. C'est-à-dire que ça va beaucoup trop vite pour les systèmes forestiers. Et ça, c'est assez inquiétant parce que ça peut véritablement bouleverser tout le reste, tous les hydrosystèmes. Donc, les changements seront les plus forts sur les hydrosystèmes de montagne, puisque avec la fonte accélérée des glaciers, la baisse du manteau neigeux, eh bien, on va vers des étiages plus précoces et intenses dans ces régimes-là. Donc, en clair, tout sera vraiment bouleversé. Donc, des sécheresses météo plus récurrentes en été, surtout dans le sud, des sécheresses des sols 2 à 6 fois plus fréquentes l'été, des sécheresses hydrologiques en été, moins 40 à moins 50% de débit en moins, des assecs plus récurrents, une augmentation de la thermie dans les cours d'eau et une recharge des nappes qui sera décalée et qui va baisser, en particulier dans le sud-est et dans les Pyrénées. Il y a un autre phénomène, mais qui vous concerne moins, mais qui est quand même assez inquiétant, c'est ce phénomène d'intrusion d'eau salée dans les aquifères littoraux. Donc ça, c'était déjà observé avant le climat. On voyait qu'il y avait une intrusion des eaux salées dans les aquifères, mais ça va être exacerbé avec l'élévation du niveau marin. Et tout ça aura des impacts sur notre économie. Et c'est peut-être là où il faut choquer en fait juste tout le monde, parce qu'on est tous concernés, et ça va entraîner potentiellement des pertes économiques importantes, en particulier dans le secteur agricole. Le premier secteur qui sera touché par ça, ce sera l'agriculture. C'est pour ça que vraiment, c'est pas une question d'incriminer, c'est plus de se dire, par solidarité, on devrait vraiment prendre cette question à bras le corps pour le secteur agricole et permettre de s'assurer qu'ils continueront à produire. C'est une question de souveraineté et de résilience alimentaire. Ensuite, on a l'eau potable. Donc, il y a certaines communes qui interdisent déjà des nouveaux permis de construire. Ils gèlent les permis de construire parce qu'ils n'ont plus assez d'eau pour accueillir des nouveaux habitants. Et il y a un nouveau, c'était déjà connu, mais devient de plus en plus important, c'est le phénomène de retrait-gonflement d'argile. Toutes les maisons qui sont construites sur des sols argileux, 10 millions de logements en France, sont soumis à ce risque-là dès lors que des argiles s'assèchent et aux premières pluies gonflent. Et ce mouvement-là provoque des déstabilisations et des fissures dans les maisons. Et en 2022, la sécheresse a occasionné des dégâts de plus de 3,5 milliards d'euros. Donc c'est là que les assureurs ont tiré la sonnette d'alarme en disant on ne va peut-être pas assurer tout le monde parce que ça va nous coûter trop cher. Ensuite, on a la baisse de production électrique, qu'elle soit hydroélectrique ou nucléaire. Ça, c'est potentiellement très, très impactant, parce que l'électricité, c'est quand même assez vital dans notre société, et l'industrie, le trafic fluvial aussi. Donc, ça pose vraiment la question de notre souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, surtout quand on cherche à décarboner nos modes de transport et nos modes de production. Donc, finalement, ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'on aura moins d'eau dans une période qui va être de plus en plus importante à l'année et une demande en eau qui va augmenter pour à la fois l'agriculture, mais aussi pour de nouveaux usages. Et je nomme là particulièrement la production de véhicules électriques qui vont nécessiter des minerais. Et là, on va probablement ouvrir des mines de lithium en France, sur l'Allier et sur la nappe de l'Alsace, assembler ces batteries dans le nord de la France avec des gigafactories qui vont pomper de l'eau, fabriquer des puces électroniques qui vont pomper de l'eau. Bref, vous aurez compris, on aura besoin d'eau pour faire tout ça. Et ça, c'est toujours pareil.
L'eau, c'est la variable d'ajustement et on va se rendre compte qu'elle va devenir de plus en plus contraignante. Est-ce que ça va ? Ah, merci. Oui, mais c'est important de resituer le constat parce qu'en fait, on pourrait très bien continuer à mettre des œillères et se dire tout va bien se passer et finalement rester dans ce triangle très confortable de l'inaction. De rejeter tout le temps la faute en fait sur son voisin, sur les politiques qu'on a choisies ou pas choisies, sur les industries qui polluent, sur les pays riches qui polluent, en fait, bref, sur ceux qui ont une démographie plus élevée que la nôtre. Bref, on peut continuer comme ça pendant très très longtemps. Et on sait que ça ne mène à nulle part. Il y a un autre triangle aussi que je trouve intéressant parce qu'en fait, il permet de voir que si on reste figé, c'est aussi parce qu'il y a des biais cognitifs et il y a des biais humains qui sont humains. Hein, voilà, on reste des humains et on a des conflits internes. Des conflits un peu schizophréniques aussi. Et j'aimerais nommer ça parce que c'est important sur quel rôle on souhaite, quel rôle finalement on joue dans ces triangles-là. Est-ce qu'on est une victime, un sauveur ou un bourreau? Et pareil, dans tous les triangles du conflit, les triangles dramatiques, le but du jeu, ça va être de sortir de ça, d'être ni le bourreau, ni le sauveur, ni la victime. Mais de prendre finalement ce recul-là et nos responsabilités à notre niveau et évidemment à l'échelle collective. Donc c'est ça qu'on va regarder. Et avant ça, je plonge dans le sujet parce que c'est important aussi de ne pas faire fausse route et il y a des risques de maladaptation qui sont très forts. Je nomme ici en particulier les grands stockages artificiels qui sont dimensionnés sur des modèles qui ne sont plus adaptés au climat futur. Donc si on fait des choix d'investissement sur ces modèles-là, on fige un modèle pour plusieurs années. Et plutôt que de mettre l'argent sur ces modèles-là, eh bien on peut le mettre ailleurs. J'y reviendrai sur le ailleurs. Mais pourquoi c'est un problème de maladaptation ? Parce que les prélèvements sont toujours importants. On ne change pas les prélèvements. Bien souvent, on reste sur de l'existant. On ne va pas dans une logique de diminuer ces prélèvements. On va juste les décaler dans le temps, c'est-à-dire le prélever dans les périodes de hautes eaux, soumettre cette eau à évaporation et finalement utiliser toujours cette eau pour l'irrigation. Je parle vraiment de ces ouvrages de substitution dans le cas de l'irrigation de monoculture de céréales. C'est spécifiquement sur ce cas-là. Il y a un truc aussi, c'est que quantitatif et qualitatif sont très liés. Si on ne conditionne pas ces ouvrages-là à un changement de pratique, on va toujours avoir en fait des pratiques intensives qui vont émettre des substances, nitrates et pesticides, qui seront ensuite traitées par les collectivités en aval. Donc voilà, si on stocke, la question c'est pourquoi, pour quel modèle, pour qui en profite? Est-ce qu'on peut dire qu'on partage la ressource en eau véritablement? Et si on l'autorise, en fait, sous quelles conditions? Est-ce qu'il y a des changements de pratique qui sont attendus? Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet et on a vu avec le sujet des ouvrages à Sainte-Soline que là, ça a complètement rebattu les cartes sur sous quelles conditions finalement on autorise ces projets-là. Mais ce qu'on voit maintenant avec les décisions du tribunal administratif, eh bien, c'est que c'est de moins en moins accepté, autant par la société civile que par les magistrats. Alors agir, comment? À l'échelle individuelle, on a plein de voies d'action. Mais vraiment, il y a plein de choses. À l'échelle individuelle, mais on va dire sur la question de l'eau potable et de l'assainissement, on peut agir évidemment avec les éco-gestes, les diagnostics à la maison, mais surtout à l'échelle collective, évidemment, vous l'aurez compris, réduire les fuites dans les réseaux d'eau potable. Ça, c'est indispensable et ça pose la question du prix de l'eau. Les questions de renouvellement de réseau et interconnexion potentiellement pour de la solidarité, ça pose la question du prix de l'eau. Ça pose la question de l'exercice de la compétence de l'eau potable. Est-ce qu'on continue finalement à l'exercer
dans une logique individuelle, communale, ou est-ce qu'on mutualise et on met en place un système qui permet d'investir dans ces infrastructures-là? Et il n'y a pas que l'eau potable, il y a aussi l'assainissement. Parce qu'on connaît bien le phénomène de fuite des réseaux d'eau potable, on connaît moins le phénomène d'intrusion d'eau claire parasite dans les systèmes d'assainissement qui consomment de l'eau aussi. Et c'est de l'eau qu'on paye, et c'est de l'eau qu'on traite dans les stations d'épuration, alors qu'elle n'a rien à faire là. Donc en fait, ça va nous coûter cher, c'est ça que je veux dire. Le prix de l'eau va augmenter. Je sais que ça peut choquer, et que c'est politiquement très incorrect de le dire, mais le prix de l'eau va augmenter, il faut l'admettre. Donc la question, c'est comment on l'organise, ça. Et c'est politique. Donc, c'est une question de courage politique et de volonté de porter ces sujets-là au chevet des prochaines élections municipales. Donc, je passe le message, c'est dit. Mais vous voyez bien que c'est individuel et collectif. Il y a aussi, évidemment, tout ce qu'on peut faire autour de l'alimentation. Donc, évidemment, à l'échelle individuelle, on peut faire des choses. Choisir quel type d'agriculture on va soutenir, un modèle paysan ou un modèle plus intensif et industriel. Et à l'échelle collective, ce qui peut être fait, et c'est ce qui est impulsé par le syndicat, c'est de travailler avec des agriculteurs qui veulent à la fois maintenir les pratiques vertueuses à travers les paiements pour services environnementaux ou changer de pratique à travers les MAEC. Et ça permet véritablement de renouer une confiance avec les agriculteurs et dans le même temps, pourquoi pas, assurer une relocalisation de ces productions agricoles, notamment pour la restauration collective. Et ça, c'est impulsé par des collectivités qui mettent ça en place et c'est soutenu par les agences de l'eau. Bref, on a plein de choses qui sont possibles, des solutions individuelles et collectives, mais là, je vais vous enfin donner les espoirs, les espérances. Je ne parle pas de bonnes nouvelles parce que je vais peut-être vous décevoir, mais en fait, ça va être quand même assez complexe tout ça. Et ça, ce que je vais vous présenter là, ce n'est pas la garantie absolue qu'il n'y aura plus de conflit. Évidemment, la question de l'eau, c'est une question de dialogue et je pense plus au travail humain que finalement aux solutions techniques. Donc, dans ce changement de paradigme, il s'agit de faire des alliances entre les humains, même si on n'a pas les mêmes idées politiques, même si on est différent, faire des alliances avec les humains, mais aussi faire des alliances avec les non-humains. Et là, évidemment, je vais parler des castors, des ambassadeurs de la régénération, puisqu'ils ont l'expérience de la rivière depuis bien plus longtemps que nous, les hydrologues, et ils permettent de nommer quelque chose d'intéressant sur cette lecture des hydrosystèmes. Donc avant de parler des castors, on va parler de tous les autres volets de l'hydrologie régénérative. Pour définir très simplement l'hydrologie régénérative, en fait, pour le dire très simplement, c'est pas nouveau. L'hydrologie régénérative, elle fait le lien en fait entre différentes pratiques, des savoirs parfois ancestraux, des choses que faisaient nos anciens. Et l'idée, c'est de vraiment accompagner le rétablissement des milieux vers l'autonomie. D'être juste là pour amorcer, proposer quelque chose et ensuite laisser faire le système. Mais il y a effectivement besoin d'une intervention initiale, une proposition initiale. Mais dans l'idée, c'est un changement de culture, c'est un changement de posture qui considère les rôles du vivant. De dire finalement, il n'y a pas que les humains qui ont la solution technique, mais il y a aussi les autres vivants qui peuvent répondre à ces propositions. Et l'hydrologie régénérative, elle vise la résilience des territoires. On l'a vu qu'on aura vraiment les deux faces d'une même pièce, les sécheresses, les incendies, mais aussi les inondations et l'érosion des sols, mais aussi l'érosion de la biodiversité. Et la vision de l'hydrologie régénérative, elle n'a de sens que si on la porte à l'échelle du bassin versant. Les hydrologues travaillent à l'échelle du bassin versant. Donc l'idée, c'est de ne pas se limiter qu'à quelques parcelles, quelques mètres linéaires de cours d'eau ou quelques cours d'école. C'est l'idée de porter cette ambition à grande échelle, à l'échelle du bassin versant. Donc, les principes clés, on en a plusieurs. L'idée, c'est de ralentir,
plutôt que d'évacuer, drainer, accélérer les écoulements de surface, on va chercher à les ralentir pour les infiltrer, les conserver dans les sols, les sous-sols, les paysages, la végétation qui permet l'évapotranspiration. Et ça n'a de sens que si on diversifie la couverture végétale. Il faut diversifier la couverture végétale pour favoriser des microclimats qui permettent de tempérer les climats locaux. Ensuite, on travaille sur le triptyque eau, sol, arbre, et ça, dans tous les milieux, je vais le décliner après. C'est hyper important parce que autant sur les sols, par exemple dans le domaine agricole, on a énormément de choses possibles sur l'agroécologie, d'une manière générale, l'agriculture de conservation, l'agriculture biologique de conservation, etc. Sur la trame arborée, on a l'agroforesterie. Donc ces deux-là travaillent sur du moyen et du long terme, mais on n'a pas forcément intégré la gestion de l'eau et les ruissellements, les cheminements à l'échelle de la parcelle, voire d'un bassin versant. Donc c'est intéressant d'intégrer la question des cheminements de l'eau pour pouvoir les infiltrer et les ralentir à la parcelle. Et finalement, on peut le faire dans plein de milieux. Donc là, je vous emmène en forêt. Les systèmes forestiers ont, comme je le disais tout à l'heure, aussi subi les problématiques de ruissellement et de drainage. Pour certains, on a drainé des forêts, cultivé sur des placettes avec des espèces monospécifiques. Et ça contribue à accélérer, encore une fois, les ruissellements. Donc, en fait, ce que je dis là, c'est même pas moi qui le propose, ce sont les forestiers eux-mêmes, et en particulier l'ONF, qui expérimentent des modèles de forêt éponge pour garder l'eau dans les sols forestiers et diversifier dans le même temps les essences et les modes de gestion, plutôt que d'avoir des forêts qu'on dit... cultivées en futaies régulières, on va plutôt varier avec des âges, des tailles, des essences différentes, favoriser les foyers de libre évolution et en même temps dédrainer, régénérer les petits chevelus, les petits ruisseaux qui traversent les forêts en mettant du bois dans l'eau, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment l'ONF qui expérimente, surtout dans l'Aube. Et ça commence vraiment à porter ses fruits. Un village qui s'appelle Rumilly-les-Vaudes, qui était régulièrement inondé tous les hivers. Mais en fait, les habitants, ils en avaient marre. Les agriculteurs eux-mêmes en avaient marre. Et ils ont travaillé avec l'ONF pour permettre à la forêt de garder l'eau dans les sols. Et depuis, il n'y a plus eu d'inondation. En plantant des haies aussi, etc. Bref, c'est super intéressant. Et il y a plein de choses à faire. En agriculture, donc si on descend un petit peu de la tête de bassin versant jusqu'à l'aval, en agriculture, pareil, alors il y a plein de techniques. L'idée, c'est de ne pas énumérer toutes ces mesures. Et ça s'adapte en fait à chaque contexte, à chaque type d'agriculture, à chaque itinéraire technique. Mais l'idée, vous l'aurez compris, c'est de ralentir, d'infiltrer et de stocker aussi. On peut stocker dans le sol, les sous-sols, aussi en superficiel quand il y en a besoin, véritablement. Mais... l'idée, c'est de stocker d'abord dans les sols et avoir des sols vivants capables de retenir l'eau le plus possible. Donc tendre vers ce qu'on appelle l'agriculture biologique de conservation en termes techniques. L'agroforesterie, les haies bocagères, toutes les trames vertes qui permettent à l'eau de ralentir et de favoriser ces microclimats sont des principes clés en hydrologie régénérative. Et là, je vous donne des images dans la Drôme de deux agriculteurs en polyculture élevage qui ont installer des systèmes qui ralentissent l'eau, donc des baissières, avec des noues et des haies multi-étagées, plusieurs rangs, pour garder l'eau et l'infiltrer le plus possible. On peut prévoir aussi des fossés ou des bassins d'infiltration, et aussi, pourquoi pas, là c'est sur la ferme de Sébastien Blache sur la plaine de Valence, avec des ouvrages castor mimétiques, et le castor est revenu de lui-même après ça. Donc il y a des alliances aussi interspécifiques qui sont intéressantes. Donc tout ça, c'est en train d'être expérimenté sur le bassin Rhône-Méditerranée, je vous en reparlerai après, mais on peut aussi descendre carrément en milieu urbain en transformant les modèles un peu plus entonnoirs vers les modèles éponges. Donc il y a toujours de la désimperméabilisation urbaine, même dans les bourgs ruraux, on peut le faire, pour garder l'eau dans les sols et replanter des arbres quand c'est favorable. Et là, on plonge un peu plus dans mon milieu, les milieux rivières. La première chose à faire,
la première chose à faire pour régénérer les milieux rivières, c'est de leur rendre l'espace de bon fonctionnement, permettre à l'eau, aux rivières en fait de se reconnecter à leur plaine alluviale, de réhydrater des zones humides, des répisylves, etc. Et de laisser le bois mort quand c'est possible. Quand il n'y a pas d'enjeu, autant que possible, favoriser les bois, les embâcles et les ouvrages, pourquoi pas les ouvrages low-tech, j'y reviendrai après. Donc là, en haut, vous voyez une magnifique zone humide qui a été réhydratée par des familles de castors à Barnave. Donc cette fameuse digue qui a été construite, qui est magnifique, par une double digue même, par les familles castors. Et là, en bas, c'est sur la Lierne et la Véor, où là, ce sont les humains qui ont imité le castor pour réhydrater les annexes alluviales et réaugmenter finalement le niveau de la nappe. Donc, première alliance possible, le castor. Le castor qui a été réintroduit chez vous, si j'ai bien compris. Il en restait qu'une dizaine en Camargue au début des années 1900. Ils ont été réintroduits sur la Loire, sur le Rhône, sur le Rhin, et plus petit à petit, il a recolonisé ses milieux. Et on est aujourd'hui entre 25 000 et 35 000 individus. Donc une grosse dynamique, mais avec tout de même plein d'enjeux qui menacent cette espèce. Et on dit que c'est une espèce clé de voûte, puisque lorsque le castor arrive, il y a plein d'autres espèces qui arrivent avec lui. Et donc, si on enlève les ouvrages castor, les ouvrages construits par le castor, on enlève plein d'autres habitats et plein d'autres espèces aquatiques et terrestres. Donc ces ouvrages ne sont pas des barrages dans le sens ils bloquent l'eau, ils filtrent simplement l'eau et avec un peu de chance, il permet aussi de rouvrir des bras secondaires et réhydrater des zones humides aussi. Donc tout ça, ça a été quand on se met à imiter finalement le castor ou imiter les processus de la rivière. En fait, on est dans cette approche de régénération, de proposer à la rivière qui va nous répondre en retour pour imiter ces processus. Donc, processus d'incision, élargissement, aggradation, etc. Ces solutions-là sont à la base de ce qu'on appelle la régénération low-tech, basée sur les processus. Ça a été défini par une très vaste littérature américaine et qui permet de mettre en place ces solutions-là à grande échelle. Puisqu'elles sont peu coûteuses, elles sont low-tech, on peut les déployer à très grande échelle. Et c'est ça qui est intéressant, surtout qu'on est dans un contexte aussi de contraction économique, contraction financière et des moyens qui deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. Donc, en très rapide, je vais vous montrer en quoi ça consiste. En fait, on installe des ouvrages sur des rivières très incisées. À la première crue, la rivière va répondre, elle va reprendre une dynamique latérale, donc chercher des sédiments sur les côtés, va aggrader son lit et avec un peu de chance, ça arrive, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Si le castor revient, il peut aussi répondre en complexifiant davantage l'hydrosystème. Et là, on voit l'hydrosystème se complexifier avec plusieurs bras, l'élévation du niveau de la nappe et une reconnexion vraiment latérale. Ça a été expérimenté par un gémapien, donc un gestionnaire de l'eau et des rivières sur la plaine de Valence. C'est un peu les pionniers, donc Cédric Cadet, qui a mis en place une vingtaine de structures avec l'appui d'une équipe de techniciens de rivière, des Américains, et ils ont vraiment fait un site de démonstration. Donc on part d'une rivière un peu très incisée, déconnectée, simplifiée, tout ça. Et en imitant donc le castor avec ces ouvrages-là, on a complexifié différents chenaux, on a réhydraté ces zones humides et fait revenir un certain nombre d'espèces. Tout ça, encore une fois, ça n'a de sens que si on prend l'ensemble, tout ce qui est sur les versants, avec des pratiques douces en milieu agricole, en milieu forestier, et dans les hydrosystèmes, dans les rivières, toutes ces pratiques-là de régénération. Et l'intention de l'hydrologie régénérative, c'est d'en faire des projets de territoire qui vont fédérer l'ensemble de ces acteurs-là pour mettre en place toutes ces pratiques et ensuite les suivre. Mais on n'impose rien, on ouvre seulement le dialogue et après s'expriment finalement des personnes qui sont volontaires pour mettre en place ça. Et l'association,
Elle accompagne dans ces démarches expérimentales et elle fait un suivi scientifique, un suivi technique, mais aussi social, par l'étude des changements de pratique et la propagation de ces changements de pratique d'un point de vue psychosocial. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a commencé à faire sur la plaine de Valence, entre Drôme et Ardèche. Et on va publier, on va dire, les résultats à partir de 2026. Mais sachez que c'est quelque chose qui a vraiment déjà porté ses fruits, des agriculteurs s'en emparent. Et une petite fierté qu'on peut dire, c'est que même la Chambre d'agriculture de la Drôme, en son président, souhaite poursuivre ces démarches-là et embarquer de nouveaux agriculteurs et de nouvelles agricultrices dans ces démarches-là pour déployer ces approches, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils seront limités par les prélèvements et qu'ils devront aussi changer les pratiques. Dans ce changement d'idées, on peut nouer des nouvelles relations à la rivière. Et je terminerai là-dessus. Il y a un certain nombre de mouvements citoyens qui sont en attente, en fait, de réponses des politiques sur qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin des rivières. Et je trouve que cette approche, elle est aussi nouvelle, c'est-à-dire que pour une fois, on se dit, tiens, je me mets à la place de la rivière et j'aimerais que ces droits soient respectés, ces droits fondamentaux, comme les entreprises ont le droit d'exister, les enfants ont le droit d'exister d'un point de vue juridique. Pourquoi pas donner des droits aux rivières? Et ça, c'est aussi un changement de paradigme total, puisqu'on va se mettre à la place de la rivière et permettre à la rivière de défendre ses droits. Donc il y a tout un collectif de citoyens avec des juristes spécialisés pour faire ça. Mais peut-être avant ça, si on arrive à appliquer le droit comme il faut, mais je trouve quand même que c'est intéressant cette complémentarité de dire l'eau, c'est un sujet démocratique. On peut tous et toutes s'investir, s'impliquer dans la vie démocratique de l'eau, dans les parlements de l'eau, mais aussi, pourquoi pas, dans des conseils municipaux qui créent, par exemple, des petites commissions locales sur la question de l'eau, en reconnectant les citoyens à leurs rivières. Il y a plein de choses à faire potentiellement, sans passer par la question des droits, mais je trouve que c'est intéressant dès lors que des citoyens, des citoyennes qui, a priori, ne sont pas experts du sujet, s'emparent pour retrouver des hydrosystèmes en bonne santé. Et finalement, c'est cette connexion qui, moi, m'intéresse, et je pense qu'on a toute une sensibilité, le maire l'a exprimé au départ, une sensibilité envers la rivière et une volonté d'en prendre soin. Si on est dans cette logique-là, alors il faut commencer par une phase d'écoute et de dialogue. Dialogue avec des vivants qui ne parlent pas le même langage que nous. Et ça, c'est charge aux experts qui font partie de ces syndicats de rivières, qui traduisent le langage de ces vivants. Voilà, donc je vous invite vraiment à cultiver ce lien, ce dialogue entre vous, avec aussi les autres vivants, pour prendre soin de ces rivières dont nous dépendons toutes et tous. Et si vous voulez aller plus loin, évidemment, il y a les livres, il y a tout ce que j'ai publié aussi en ligne, mais on peut aussi bien répondre à vos questions maintenant. Merci pour votre attention.